Bonjour Alexandre. Ça va bien, la pleine forme? Bah écoute, oui, ça va. Et toi? Ah, super, toujours un fabuleux sourire, donc c'est vraiment super agréable. On est donc à la neuvième émission et aujourd'hui on avait le thème créer, comment créer sa vie et la méditation. Donc une association de tout ça. Et la semaine prochaine, il y aura la nutrition, enfin notamment le végétarisme et puis comment devenir justement végétarien. Ça va être un bon exercice, surtout que je suis sur cette voie-là et c'est très amusant. Alors, tout simplement pour aujourd'hui, donc comment créer sa vie. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir, oui, ma vie, une vie de merde, machin, blablabla. Alors comment est-ce qu'on peut créer sa vie et puis comment la méditation peut jouer un rôle là-dedans? D'abord, sa vie, on est déjà en train de la créer. C'est Oui, juste le résultat. On n'est peut-être pas satisfait du résultat qu'on a, mais on l'a créé sans arrêt. On est sans arrêt en train de la créer avec notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer. Je crois que, mais souvent, on ne réalise pas les implications de notre manière de penser, justement, de notre manière d'être. J'ai donné, je crois que, je sais plus si j'en ai parlé dans une émission, mais je m'étais amusé un jour à enregistrer une conversation que j'avais avec des amis. On était autour d'une table et j'avais mis le magnétophone en route et puis je l'ai remplacé à la fin. oui, Et il y en a un qui m'a entendu, qui s'est entendu, mais il m'a dit c'est pas possible, c'est pas comme ça que je m'exprime. C'est quelqu'un d'assez agressif, assez vif comme ça, et il se rendait pas compte à quel point il était agressif. Et là, ça a déclenché une prise de conscience chez lui. Il s'est rendu compte à quel point justement, et il comprenait pourquoi les gens se mettaient à distance et se protégeaient de lui. d'accord. Et ça a été très salutaire pour lui en fait. Hein. Bon, sur le moment, il m'en a un petit peu voulu parce que bon, il trouvait pas ça très agréable. Mais bon, je les ai prévenus après. J'ai effacé la bande aussitôt après. Ouais, C'était et les gens souvent n'ont pas conscience et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de ce que l'on crée sans arrêt. Et si les gens se voyaient, s'ils se voyaient faire, s'ils agissaient, ben, je crois qu'ils feraient pas ils ne feraient pas ce qu'ils font. Et ça, c'est quand même important. Il y a un auteur américain qui disait toujours, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. C'est l'émanation de vos propres pensées. Et ça, et comment dire, ben, il faut en prendre la responsabilité, tout simplement, de se dire, je suis responsable de ce que je crée. Mais dans notre vision ordinaire, nous, on pense que le bonheur et le malheur, en fait, parce qu'on a une vision très dualiste, dépend des circonstances extérieures. D'ailleurs, on va faire une parenthèse sur le bonheur, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a deux formes de bonheur. Il y a un bonheur qui est conditionné, et il y a un bonheur, on va dire, inconditionnel. Le bonheur conditionné, c'est, bah, voilà, il fait beau, il y a du soleil, bah, je suis très heureux, je me sens bien. Ma femme est agréable, c'est super, elle est géniale et tout. Et puis, mon patron me donne une bonne paye, je suis très satisfait. Enfin bref, on va dire, les circonstances se prêtent parfaitement à mes désirs. d'accord. Ça, c'est toutes des circonstances qui sont extérieures en fait, qui ne Voilà, qui dépendent sont pas vraiment de extérieurs. toi. Et là, je suis très content. Mais ma copine me quitte. Et donc, les événements, les circonstances ne se prêtent plus du tout à mes aspirations, à mes désirs. Et là, d'un seul coup, je suis déprimé, je ne suis pas heureux, etc. Et là, on peut dire que notre bonheur est dépendant des circonstances extérieures. Ok. Donc, on voit à quel point, sur ce plan, cette manière de vivre, on est très dépendant des circonstances extérieures. Parce on est attaché aux apparences. Et il y a ce qu'on pourrait appeler le bonheur inconditionnel, qui ne dépend pas justement des conditions extérieures, et c'est un état d'être. Justement, un échec, au lieu de nous abattre, va nous donner l'opportunité de nous transformer, de nous améliorer, de nous enrichir. Ma femme me quitte, ben, c'est sûr que sur le moment, on va vivre des émotions qui vont être très fortes, mais si on arrive à aller au-delà et dépasser ce stade, eh bien, ça va être au contraire extraordinairement libérateur parce qu'on apprendra à être de moins en moins vulnérable à ce genre de circonstances qu'on pourrait appeler des circonstances adverses. Mm. Et donc, et ça nous permet justement, puisque ça va tout à fait dans le sens, de clarifier davantage d'une part ce que l'on ne veut pas pour commencer et ce que l'on veut aussi. Parce que ce qui est très enrichissant dans ces événements, on peut dire malheureux ou douloureux, enfin tels qu'on les apprécie dans un premier temps, c'est que ils nous donnent l'occasion de nous interroger, de nous poser des questions, de se dire mais comment je suis arrivé à ça?
qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à ce résultat. Et on a justement ces fameuses périodes de crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., où on fait un peu un bilan de notre vie et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai obtenu, est-ce que je suis satisfait, et est-ce que c'est réellement ce que j'ai encore envie de créer. Et donc là, on a ce retour en arrière, où on regarde les événements de notre vie, mais avec un peu plus de détachement. Et on commence à s'interroger justement sur la manière, comment on est arrivé à créer ça. Parce qu'on crée sans arrêt. On crée sans arrêt. Et là, justement, la jonction se fait avec la méditation. Parce que la méditation, c'est quoi? Eh bien, c'est la méditation, c'est justement d'apprendre à vivre en pleine conscience. De regarder justement ce que l'on fait. Parce que tout ce que l'on fait, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer, a des implications. Va avoir un effet. La loi de cause et l'effet, on en a déjà parlé, mais elle est patente. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je dis et ma manière de penser influence mon destin. Mais, encore une fois, on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient. Et là, la méditation, c'est justement de mettre de la lumière sur ce que l'on fait. Et de se rendre compte et de se dire, ah, mais un peu comme cette personne justement qui s'est entendue, qui s'est dit, mais c'est quand même pas moi qui parle comme ça. Ben si, c'est elle qui parle comme ça. Mais là, on se voit. Alors, et c'est sans doute pour ça que la méditation souvent est rendue difficile. Les gens, ils ont peur de se voir. Mais en fait, ils ont peur de se voir. C'est pas ce qu'ils vont voir qui leur fait peur. C'est le jugement qu'ils appliquent sur ce qu'ils voient. Okay. Parce qu'il y a une différence entre admettre et juger. Reconnaître. Voilà, effectivement, c'est ainsi que j'agis, c'est ainsi que je pense, c'est ainsi que je m'exprime. Voilà, c'est un fait. Mais souvent, on va mettre des jugements de bien et de mal. On va se dire, ouais, mais je suis nul, etc. Et donc, notre mental va s'en mêler. Et c'est pour ça qu'on a du mal, justement, avec la méditation. Souvent, les gens ont beaucoup de difficultés avec la méditation. Ouais. Parce que quand ça commence... Parce que la méditation a un effet révélateur. Donc, elle va révéler notre état d'être. Et les gens... ils se barrent, quoi. Oui, ça leur plaît pas forcément ce qu'ils voient. Alors qu'au contraire... C'est très salutaire, c'est comme, comment dire, je donne souvent cet exemple. Imaginons, on entre dans une pièce, elle est obscure, elle est sombre, enfin, il n'y a même carrément pas de lumière du tout, on se cogne partout, j'avais déjà donné cet exemple, on se cogne partout, mais pourquoi on se cogne? Parce qu'on ne voit pas les objets. Ce qui nous manque, c'est la lumière. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'ignorance, en fait. Ce qui nous manque, c'est, on est ignorant, c'est-à-dire l'ignorance, c'est pas de pas savoir des choses, c'est de ne pas voir, en fait. Et dès qu'on met la lumière, on se dit « Ah, mais bon sang, voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi je me cogne. » Et bien là, c'est pareil, quand on pratique la méditation, en fait, on éveille notre conscience. Donc on devient de plus en plus conscient et on se dit « Ah, mais maintenant je vois mieux ce qui se passe dans ma vie. Je comprends mieux. » C'est-à-dire qu'on commence à faire le lien entre notre manière de penser et ce que l'on récolte au final. Et notre manière d'agir aussi, évidemment. Et on en a déjà parlé. Comment dire? Il faut que nos actes, nos pensées et nos paroles soient en adéquation avec nos aspirations. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme une personne qui fume comme un pompier, qui boit comme un trou, puis qui dit « je comprends pas, je suis pas en bonne santé ». Mais oui, mais ça c'est fréquent. Parce que quand on voit les gens comment ils vivent, et ils se plaignent, on leur dit « arrêtez de vous plaindre, regardez ce que vous faites, ne vous étonnez pas de ce qui vous arrive ». Puisque quand on a compris, on a parlé justement de la vacuité, quand on a compris que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre ici et maintenant est la résultante justement d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles j'ai participé et le plus souvent de manière très inconsciente. Donc l'idée c'est de devenir enfin conscient et de se dire maintenant je prends ma vie en main, je veux vraiment voir comment je crée ma vie et aussi comment je peux la créer autrement. Et c'est là où la méditation prend tout son sens puisqu'il s'agit d'éveiller notre attention et de se rendre compte justement notre manière de vivre. Si je reprends un peu ce que tu dis, hein, grosso modo, il faut être conscient au quotidien de ce que l'on fait pour avoir une vie qui est correcte. Mais c'est du bon sens en réalité. C'est un peu comme si une personne me disait jusque-là, je traversais la rue sans regarder. Et bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance. Ouais, bravo. Voilà. Mais il y a un moment, elle va passer. Après, et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'après, quand une personne a une tuile, imaginons, on prend justement cette image de la personne qui traversait jusque-là sans regarder, et puis qui un jour se fait renverser. Heureusement, elle s'en sort, elle a encore de la chance. Mais après, elle peut avoir deux réactions, c'est-à-dire, fini, je ne traverse plus. Donc elle va se paralyser, elle va se limiter.
Ou au contraire, va se dire, mais maintenant, je vais traverser, mais maintenant, je fais attention et je regarde ce que je fais. Et pour ne plus créer ce genre de situation. Et c'est pour ça que c'est très utile de prendre les circonstances adverses qu'on a vécues, les revers de médaille, tout ce qu'on appelle comme des malheurs. En réalité, ce ne sont pas des malheurs, ce sont des choses qu'on a créées nous-mêmes, sans nous en rendre compte, par notre manière de penser. Et on en a parlé, mais souvent on se met dans une position de victime en se disant, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Ben si, ce qui nous arrive, ça arrive parce qu'on l'a créé. C'est ça, tu as deux façons de vivre. C'est soit tu prends conscience au fil de l'eau et en effet, à chaque jour, tu prends conscience de ce qui t'entoure, tu prends tes responsabilités. Ou alors tu es totalement inconscient et puis d'un seul coup, tu te fais frapper et puis là, hop, il y a un changement brusque qui te fait prendre conscience de tout Ben ce qui oui, t'entoure. tout à fait. Parce qu'on arrive à ce point de se dire, mais moi je veux plus de ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait au départ, ça nous permet de déterminer ce qu'on ne veut plus. Mais si on ne le veut plus, il faut voir comment on le crée. Oui. Et pour ça, il faut être conscient. Parce que, encore une fois, on est très inconscient. Et là, on rejoint, on parlait l'autre fois de la pensée positive, c'est là où ça sert à rien. Les gens lisent des bouquins de psychologie ou de pensée positive et après, ils sont là à se mettre plein de pensées positives dans la tête. Mais ça ne sert à rien. Tout va bien. Ils ne sont pas conscients de leur manière de penser au départ, ils ne font que masquer le problème. Et donc, et ça règle pas. Donc, il s'agit d'être conscient, de se dire, mais maintenant, comment je crée cette situation? Comment je me mets là-dedans? Comment je me mets dans cette situation? Comment je fais pour arriver à de tels résultats? Et là seulement, on peut utiliser justement, éventuellement, la pensée positive, justement pour créer autrement. C'est-à-dire, maintenant, je vais donner à mon cerveau de nouvelles informations pour qu'il crée différemment. Mais c'est important aussi, ça ne suffit pas, il faut, encore une fois, je le répète, que nos actes et nos paroles, évidemment, soient en adéquation avec ce que l'on désire. Et l'autre étape, et ça c'est très important, c'est une fois qu'on a déterminé ce que l'on ne veut plus, c'est aussi de déterminer ce que l'on veut. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça c'est pas des plus évidents, oui. Mais non, parce que la plupart des gens, justement, moi, ce qui m'a toujours effaré, c'est dans les conférences que je donnais. Je me souviens, une fois, je donnais une conférence, il y avait 1500 personnes, et j'avais demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? J'étais effaré de voir que la majorité, 90% des gens, ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Il y a un adage qui dit, comment vous voulez obtenir ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que vous voulez? Il n'y a aucune chance que ça vous arrive. Donc c'est vraiment la première étape, c'est indispensable, c'est de déterminer clairement ce que l'on veut. Alors on va voir, et ça j'en parle dans mon livre Comment utiliser pleinement votre potentiel, parce que je me suis rendu compte à quel point pourquoi les gens avaient tellement de mal à déterminer ce qu'ils voulaient, justement. Souvent parce que, on va donner quelques exemples, je vais certainement en oublier au passage, mais c'est la première chose, parce que en déterminant ce qu'on veut, c'est que on va aussi se rendre compte de ce que ça implique pour nous. Les changements dans notre vie. Et contrairement à ce qu'on croit, souvent, on a plus peur de réussir que d'échouer. Oui. La réussite implique le changement. Donc, je ne vivrai plus de la même façon si je réussis. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi, on va voir ce que ça implique, c'est-à-dire au niveau de mon investissement personnel. C'est-à-dire, maintenant que j'ai conscience de ce que je veux, je vois aussi ce que je dois faire pour l'obtenir. Donc, il va falloir retrousser les manches et y aller. Ouais, ça aussi, ça c'est le deuxième effet qui se coule, là. Donc ça, on se heurte à notre paresse aussi. Et puis aussi, ça va aussi nous amener à être en contact avec justement des pensées négatives et de voir que on peut se rendre compte on ne se croit peut-être pas capable de le réaliser. Et c'est pour ça qu'on a du mal de déterminer ce que l'on veut. Parce que déjà, avant même de déterminer ce qu'on veut, il y a une petite voix en nous qui dit « mais ça sert à rien de toute façon puisque je suis pas capable de le faire ». Donc, on se pose même plus la question de ses désirs. Et on a remarqué, justement, moi, c'est quelque chose que j'ai vu assez fréquemment, les personnes qui venaient dans des séminaires, par exemple, sur la confiance en soi, ou qui suivaient mes cours, en fait, en pratiquant, eh bien, comme ils acquéraient davantage de confiance en eux, se sentaient beaucoup plus capables de réaliser des choses, eh bien, justement, leurs désirs se libéraient. Okay. Et des désirs il y a même des gens qui me disent, mais j'avais même pas imaginé que j'avais ce genre de désir. Mais en fait, je les avais complètement refoulés parce que j'étais arrivé à la conclusion que de toute façon, ça m'arriverait jamais puisque j'en étais pas capable. Et là, dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables, justement, de réussir, eh bien, le désir en même temps se réveille. C'est un petit peu comme une personne qui
qui se dit, bon, j'ai pas les moyens de me payer tel objet, donc elle y pense même pas. Ouais. Et puis, elle se rend compte que finalement, sur son compte en banque, il y avait beaucoup plus que ce qu'elle avait imaginé. Et d'un seul coup, son désir se réveille. C'est dire, ah, mais tiens, mais je peux me le payer. C'est pareil, en fait. Ça a le même effet. Ok. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est la possibilité d'avancer comme ça sur le fait de voir les choses différemment, en fait, de prendre conscience, et d'ailleurs en conscience, que les choses sont possibles du moment que tu avances. J'aime beaucoup le fait, quand tu disais tout à l'heure, on se heurte, on a peur de réussir. En effet, on a cette peur qui est présente. On a peur aussi d'avancer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de boulot et notre paresse parfois nous rattrape. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a tendance un petit peu à plomber sa vie là. Oui, mais complètement. Je pense que c'est. Je pense que pour progresser, alors ça c'est une étape qui est peut-être la plus difficile, comme disait Maître Dhiravamsa, qui enseignait Vipassana. Il disait la chose la plus difficile à réaliser, c'est l'honnêteté envers soi-même. C'est vraiment d'être totalement honnête avec soi, c'est-à-dire vraiment d'être authentique, de ne pas tricher, d'arrêter de tricher. Parce que souvent on est justement dans cette espèce de tricherie où on veut pas accepter les choses. Et quand on commence à être justement dans cette forme d'acceptation, de se dire, mais effectivement, d'une part de reconnaître que on a des peurs, on a des faiblesses, on a des difficultés, il y a des choses qui sont en nous, mais aussi, parce que ça va à double sens, c'est reconnaître aussi qu'on a des capacités. Bon, il y a une espèce de fausse modestie. C'est amusant parce que dans le cycle 2 de la méthode, je propose un exercice qui s'appelle l'acceptation de soi. Et j'explique aux gens l'importance d'apprendre à accepter aussi ses talents, ses capacités, ses ressources. Parce que je leur dis, c'est comme, par exemple, imaginez l'éducation avec un enfant. Si vous passez votre temps à pointer du doigt tout ce qui va pas chez lui, il va perdre confiance. Par contre, si vous l'amenez à prendre conscience justement de ses qualités, de ses ressources, il est tout à fait capable de réussir, ça va lui donner confiance en lui. Mais il faut faire la même chose avec soi, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître qu'on a des talents, qu'on a des capacités, qu'on a une intelligence qui nous est propre, et plus on va apprendre à l'accepter, plus ça va justement nous redonner confiance. Et on retombe sur cette notion de confiance en soi là qu'on avait fait sur la première émission, le fait de prendre conscience que oui, on est capable de certaines choses. Et puis on avait donné des bons exercices. La méditation, maintenant, en effet, ça amène une certaine conscience. Mais comment est-ce qu'on médite et qu'est-ce que c'est qu'en fait la méditation en tant que telle? Alors, il y a beaucoup je le vois de temps en temps au hasard du net ou de lecture comme ça, des choses mais extraordinairement absurdes sur la méditation. Et je me dis que c'est quand tu commences par extraordinairement absurde, j'adore ça. Ah oui, pas le prononcer. C'est extraordinaire. Je me dis que ces gens ne doivent pas pratiquer la méditation pour dire des choses pareilles, parce que c'est extraordinaire. Je viens de le dire d'ailleurs, c'est que le but de la méditation, c'est d'éveiller l'attention. D'éveiller la conscience. Et donc pour éveiller la conscience, on va d'abord éveiller l'attention, puisque c'est le moyen par lequel on va éveiller justement la conscience, d'apprendre à être là. On parle de l'instant présent justement. Quand on parle d'attention, c'est vraiment quelque chose d'être attentif, c'est ça? Attentif, voilà, attentif à soi. Et parce que comme je viens de l'expliquer, c'est que pour résumer de manière assez simple, c'est que notre conscience en état ordinaire a la fâcheuse habitude de s'identifier à nos pensées. On fait un avec nos pensées. Donc on ne se rend pas compte justement de notre façon de penser. Donc on est tellement collé dedans. Quand on parle de l'attachement, c'est ça. On est vraiment attaché. On est attaché dans tous les sens du terme. C'est un peu comme si on est attaché à une personne, même physiquement, on peut plus la voir. Il faut qu'on puisse se détacher pour apprécier la personne. Et c'est pareil, nos pensées, on se rend pas compte de notre manière de penser parce qu'on est identifié à nos pensées. Et c'est pour ça que c'est Jung qui disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Okay. Et c'est exactement ce qui nous arrive. C'est que on vit, comme on l'entend parler dans la loi de l'attraction, on vit par défaut. Donc on subit complètement nos conditionnements. Et le but de la méditation, c'est d'arriver à se détacher de nos pensées. Alors, le problème souvent, c'est que les gens confondent, il y a deux formes de détachement. Il y a ce qu'on pourrait appeler un détachement négatif, qui témoigne de la peur, en fait. Les gens ont l'air toujours détachés, comme ça, d'être impliqués dans rien. Grosso modo, c'est je me fous de ce qui peut arriver, c'est ça? Voilà. En réalité, ils s'en foutent pas, c'est... Ouais, voilà. Ils ont l'air très détachés comme ça, mais en réalité, alors on a des gens très froids, très impassibles, mais parce qu'en réalité, ils ont peur.
Donc ils vont nous dire mais non, moi j'ai pas peur, bien sûr. Et il y a plus d'émotion, il y a plus rien. Donc là, c'est pas du tout ça. Le détachement, c'est plus subtil que ça. Quand on pratique la méditation, on va utiliser par exemple le souffle. On va utiliser différents supports. On peut utiliser des supports extérieurs d'ailleurs, hein, pour les débutants. On peut utiliser le corps. Il y a toutes sortes de supports. L'idée, c'est de ramener l'attention sans arrêt, par exemple sur le souffle, pour que justement elle ne s'identifie pas aux pensées. Pendant ce temps-là, les pensées peuvent faire ce qu'elles veulent, et nous, on demeure attentif. Et on reste là, en fait, parce que le souffle, il est dans l'instant. Le corps, il est dans l'instant. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans le passé. Il n'est pas dans le futur. Il est là. Parce que, encore une fois, être attentif, c'est être là, justement. Et dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance aussi. On est bienveillant envers soi-même, parce qu'il y a une notion d'ouverture. C'est ça la méditation. Donc le but, c'est d'éveiller l'attention. Et ce n'est pas de se perdre dans des états particuliers de la conscience, comme on le voit un petit peu partout. Je vois des gens qui parlent de méditation 3G, de se mettre des lunettes stroboscopiques là sur le nez, de se faire des flashs, des trucs comme ça, de se mettre dans les... C'est pas ça, c'est ridicule. C'est comme disait Dalai Lama, si vous voulez juste vous détendre, vous prenez un verre d'alcool, ça fera l'affaire. C'est pas le but, ce n'est pas de se détendre. La détente, justement, elle va arriver par voie de conséquence. C'est que plus on va être conscient, plus on va se rendre compte justement de ces tensions. Et on va se dire, ah mais tiens, et comme on est conscient, il y a un lâcher-prise qui se fait automatiquement, et donc la tension elle disparaît d'elle-même. On n'a pas besoin de provoquer. Tout ce qui provoque les états, on est dans l'artifice. C'est comme quand on part en vacances, il n'y a pas besoin de méditation 3G pour ça, il n'y a pas besoin de ce genre... C'est quoi la méditation 3G? La méditation 3G, ils utilisent des sons isochrones, donc pour induire en fait le cerveau. C'est des sons en fait qui tournent aussi bien d'une oreille à l'autre, voilà, au-dessus de la tête et tout ça. De cette manière, et ça induit effectivement des ondes au niveau cérébral. Mais c'est exactement ce qu'on obtient dans la nature. Quand on s'assied sur une plage où on s'allonge, on se laisse aller au son de la mer, on se détend, on se laisse rythmer, et puis là au moins c'est naturel. Là, on est dans la technologie de la méditation, c'est extraordinaire. Ça devient très technique, la méditation. Tout ça, c'est parce que les gens sont paresseux et qu'ils veulent pas pratiquer, c'est tout. Ils se mettent dans tout c'est ça. C'est ce que je comprends. Si tu pars dans une méditation simple, on va dire de base, comme ça se faisait depuis que le monde est monde, c'est quelque chose de très très simple. C'est de l'introversion. Tu te concentres sur ton souffle. Puis maintenant, on se retrouve avec des solutions 3G où en fait, c'est pour les feignants quelque part. C'est la méditation vite fait, là, hop. Oui, et puis encore une fois, on n'éveille pas l'attention. Les gens se fourvoient avec ça, on n'éveille pas l'attention. C'est extraordinaire, les gens ne se rendent pas compte. C'est comme aller au bord de la mer, encore une fois, vous vous détendez, et ça fait beaucoup de bien. Je ne nie pas le fait, ça fait beaucoup de bien. Vous êtes détendu pendant un moment, mais dès que vous retournez dans votre vie habituelle, eh bien vous êtes toujours aussi vulnérable face aux circonstances adverses. Donc il n'y a rien qui est changé sur le fond. Il n'y a pas de transformation réelle, puisqu'il n'y a pas d'éveil de l'attention et donc de la conscience. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment on crée sa vie. Tant qu'il n'y a pas cette, comme disait Dalai Lama, tant qu'il n'y a pas cette claire conscience, il ne peut pas y avoir de changement. Parce que la personne, encore une fois, je reprends l'exemple de la personne qui traverse la route sans regarder, elle voit pas les voitures, donc elle se fait rouler dessus. Là, et quand elle est attentive, elle se dit, ah, mais je vois la voiture maintenant. Avant, elle ne la voyait pas. Eh bien, c'est pareil. Et là, quand on voit ses pensées, on se dit, ah, mais maintenant, je comprends mieux. Et c'est pareil dans la pensée positive. Les gens veulent absolument penser de manière positive parce qu'on leur a dit que c'était bien la pensée positive. Sogyal Rinpoche enseigne là-dessus, et je trouve que c'est beaucoup plus juste. Il dit, vous allez apprendre à être positif dans le négatif. C'est-à-dire qu'une pensée négative s'élève, c'est très bien. Elle ne vous affecte pas parce que elle n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Une pensée positive s'élève, c'est très bien aussi. Il n'y a plus, ça c'est ce qu'on appelle pratiquer l'équanimité, c'est-à-dire une attitude égale, quelle que soit la nature des pensées. Et donc là, on est de moins en moins affecté justement par ses propres pensées, par les émotions qui s'élèvent, qui leur sont liées, et donc on se libère de plus en plus, et donc on est forcément de moins en moins vulnérable face aux circonstances adverses qui réveillaient ces pensées, parce que, rappelons-le, ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont le problème, mais ce qu'elles réveillent en nous. C'est bien l'émotion qui se réveille à la faveur des circonstances extérieures, qui crée le trouble, et pas les circonstances adverses. Une personne, justement, peut se montrer, on va dire, agressive. Si je suis serein, si je ne me sens pas attaqué, eh bien, je vais rester calme et je saurai agir en conséquence.
je vais avoir une attitude appropriée. Par contre, si je suis collé à l'émotion, je vais partir dans l'émotion. Donc soit je vais me mettre en colère aussi à mon tour, donc on devine ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'autre, il va surenchérir, etc. On va pas s'en sortir. Ou je vais me replier, je vais m'écraser et je vais m'en vouloir. Je vais entrer un peu plus dans un manque de confiance en moi-même, etc. Donc ça ne sera voilà. Donc la méditation, c'est ça, c'est vraiment de devenir davantage conscient de soi-même. C'est ça, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le fait, tu peux commencer une méditation tout simplement en te concentrant sur toi-même, sur ta respiration. Puis là, il y a un certain nombre de choses qui vont venir à toi, en fait. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien, et là c'est pareil aussi dans ce domaine, on voit, bon, il y a toutes sortes de mélanges, les gens me disent, je vais faire ma méditation, quand je leur demande ce qu'ils font dans la méditation, bon, ils font des mantras, ils font des pensées positives, c'est bien tout ça, mais ça n'est pas de la méditation. Il faut bien comprendre deux choses, ça, on va le faire de manière didactique, parce que moi j'enseigne toutes ces techniques aussi. Mais il faut faire cet effort, comment dire, de pédagogie pour expliquer aux gens ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les techniques, on va appeler ça des techniques relatives. C'est-à-dire que c'est des techniques qui s'adressent au mental. Donc, par exemple, justement, si je manque de confiance en moi, effectivement, je vais pouvoir recourir à des techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion pour renforcer justement cette confiance en moi-même. Et en sachant que la suggestion, c'est pas une formule vide de sens. On doit la ressentir. C'est un peu comme c'est comme si quelqu'un nous parlait à nous-mêmes. Et il faut s'adresser à nous comme à un ami. Et puis il y a plein d'autres techniques. Là, il y en a plein dans la méthode que je propose, par exemple. Et à côté de ça, il y a la méditation. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Et il faut les deux. Il faut autant les pratiques relatives et savoir habilement jongler avec les deux, justement, de passer de l'une à l'autre. Parce que sinon, effectivement, on va masquer les difficultés au lieu de s'en libérer. Et là, il y a toute une pratique. La pratique elle-même doit être faite avec une certaine intelligence, parce que des personnes vont pratiquer la méditation, mais au bout d'un moment, ils ne méditent plus, ils croient qu'ils méditent. Ouais, ça. La méditation est complètement improductive. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une démarche à faire pour renforcer ces structures. Ça se fait pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de méthodes gadgets qui sont proposées sur Internet où on propose aux gens, voilà, des méthodes. Il y a beaucoup de méditation guidée. Hmm. Est-ce que c'est réellement de la méditation, ça, ou est-ce que c'est Ah non, plus de... c'est- Ouais, c'est ça. Hein. On est bien d'accord que sur la méditation, en fait, tu te retrouves seul avec toi-même. Tout à fait. Mais pour ça, on peut recourir à des techniques guidées. Ça, c'est utile en son temps, mais il faut pas dire que c'est de la méditation. Parce que dès l'instant où c'est guidé, c'est plus de la méditation de toute façon. On va dire, on fait une méditation guidée, c'est pour la forme. C'est je vous guide pour vous aider à pratiquer la méditation, mais le but, c'est de le faire seul. C'est ça. Et on dit qu'on est en méditation. On ne parle pas de technique de méditation. Là aussi, on touche à des choses beaucoup plus assez subtiles, parce que dans la méditation, il y a ce qu'on appelle la méthode. Et quand on pratique réellement la méditation, c'est quand on quitte la méthode. Comment dire? C'est un peu comme si on prend un avion qui va tracter un planeur. Eh bien, quand l'avion tracte le planeur, on va dire ça, c'est la méthode. Parce que la méthode, on en a besoin de s'appuyer dessus. Mais il y a un moment, on doit décrocher. Ouais, Et ça. vous souhaitez, Ça vaut mieux parce que sinon voilà, ça va casser du bois. le planeur doit se détacher de l'avion. Et là, on peut dire qu'on est en méditation. D'accord, c'est ça. Ça, c'est la méditation. Il n'y a plus de support. Ouais, c'est ça. Donc la méditation guidée, c'est bien pour en effet initier et puis t'amener à un état de solitude. Hein, et puis après, bah voilà, tu te gères quoi. Et puis tu vis ce moment seul avec toi. Et la méthode elle-même, il faut Ouais. être capable de l'abandonner. Parce que Oui. si on reste sur la méthode, en fait, c'est parce qu'on est accroché à des peurs et on veut pas lâcher. Donc il faut rester, justement, demeurer tranquille. C'est ça, d'ailleurs, la méditation, c'est je demeure tranquille. Ouais. Mais si on dit ça aux gens, ils comprennent pas. Parce que c'est pour ça qu'au début, il y a toute une préparation qui doit être faite, surtout pour les Occidentaux, parce que on peut pas comparer ça avec les bouddhistes qui pratiquent ça depuis des millénaires. Nous, on n'a pas du tout ces bases. Donc, Et c'est ce que j'allais dire justement. C'est pas simple de méditer. en Parce que réalité, s'asseoir dans un coin et puis de ne plus rien faire pour un occidental. oui. Mais en fait, c'est la simplicité qui est difficile à faire pour C'est un ça. occidental. C'est plutôt ça. Oui, Mais oui, c'est Deshimeru, ce grand maître zen, qui disait souvent d'ailleurs que la simplicité
Et la chose la plus difficile à réaliser, quand il s'adressait à des Occidentaux, il disait, et surtout pour vous Occidentaux, parce on a un mental très compliqué, très très compliqué. Donc on fonctionne essentiellement avec le mental. Donc on fait beaucoup de nœuds et on fait beaucoup, c'est tout, et tous les problèmes d'ailleurs, on les aborde tous les problèmes, on en fait des problèmes. Alors qu'en réalité, fondamentalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Il s'agit de voir tout simplement ce qu'on appelle la vue que va apporter la méditation. Parce que dès qu'on voit, c'est ah mais oui bien sûr, maintenant je comprends pourquoi je me cognais dans les meubles et je comprends pourquoi ça se passait si mal avec ma copine ou avec mon copain ou avec mes enfants, etc. Parce que je ne voyais pas ce que je créais. Et dès que ça change, parce que nous, quand on change, le monde à l'extérieur change aussi, parce que les gens ne peuvent plus se positionner de la même manière avec nous. C'est d'ailleurs très amusant, hein, quand nous-mêmes on change, ça a un impact sur l'environnement et ça peut être très très drôle à voir. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Je reviens sur justement le fait de se concentrer. Moi, la méditation, je peux pas dire que je la pratique en tant que telle. J'ai trop le cerveau qui bouillonne, mais il y a des moments où c'est vrai, je le mets sur off parce que de toute façon, il faut qu'il soit sur off. Mais quand tu t'assois dans un coin tranquillement, que tu te concentres sur ta respiration, il arrive des moments où, voilà, au début, ça va bien, tu te concentres, voilà, je respire, ou j'écoute mon cœur, etc. Et puis à un moment, pouf, une pensée. Et puis pouf, une autre. Oui, Comment tu peux gérer ça? Mais parce que l'erreur que font les gens, c'est qu'ils veulent chasser leurs pensées. Il faut les accepter, en fait. Il faut justement, ça fait partie de l'environnement mental. Moi, j'ai adoré ça quand j'ai entendu la première fois Stoigari Rinpoche, quand il enseignait, il parlait d'événements mentaux, au même titre qu'un événement extérieur. En fait, c'est de regarder ces événements mentaux comme on regarderait un événement extérieur. Donc, et d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, ce maître zen qui disait, regardez vos pensées comme un morceau de bois pourri qui flotte sur l'eau. D'accord, c'est Et sans plus d'attention, sans plus d'intérêt, c'est juste en train de se produire. Voilà. Tiens, il y a une pensée qui s'élève à la conscience. Mais nous, on veut les saisir. C'est ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi. C'est grasping. Vous accrochez. Et en fait, laissez être. Et c'est ça qui est difficile pour nous, parce que on est tellement habitué à contrôler, on veut tellement tout contrôler et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à méditer. C'est parce qu'ils veulent tout contrôler. Et là, on leur dit, arrêtez de contrôler. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Laissez faire. Et c'est de révéler, justement, votre véritable nature. Mais pour ça, il faut arrêter, parce que, en fait, on empêche les portes de s'ouvrir. Donc, laissez faire, voilà, et la nature peut se manifester. La nature en nous, à travers nous, peut se manifester. C'est là où c'est difficile, c'est justement quelque part se lâcher prise, de dire non, ok, c'est juste une pensée qui passe, ok, je t'ai vu, merci, suis ton chemin, et puis voilà, je reprends le cours des choses. C'est un processus graduel, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tu l'acquiers pas tout de suite, c'est à force de le faire, de pratiquer. Ah ben oui, mais bien sûr, c'est évident. Et puis après, voilà, ça paraît tout à fait naturel. Comme je disais aux gens, j'ai une période de ma vie où je pratiquais jusqu'à 8-10 heures de méditation par jour. Wow. Je voulais tellement me libérer que moi c'était une période de ma vie, je travaillais pas, je menais une vie de bohème et je passais mon temps à méditer. Je fais ce choix, je gagnais pas ma vie, hein, je gagnais juste l'essentiel. Mais ce qui a été extraordinaire, ça a été extraordinairement libérateur. Ça a été extraordinairement libérateur parce que si les gens savaient ce que je vivais, mais ma vie c'était vraiment Zola, c'était un truc épouvantable. C'était vraiment enfin même plusieurs de mes copines qui ont rencontré ma famille m'ont dit mais c'est pas possible, tu viens pas de là. Voilà, mais c'est justement, et la méditation ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. C'est qu'à un moment j'ai commencé à méditer très jeune, hein. Oui. En fait, sans le savoir, je commençais déjà, je méditais déjà dans mon lit parce que justement il y avait telle souffrance dans la famille. Et donc, moi, j'en ressentais les effets. C'était très angoissant, très insécurisant. Et donc, très jeune, je m'amusais à observer mon corps quand j'étais dans mon lit et observer mon souffle. Je m'amusais avec mes processus mentaux, comme ça. Et en fait, je méditais déjà. Et j'ai commencé à devenir plus actif vers l'adolescence. Puisque là, je me suis abreuvé de livres. J'avais déjà lu tout Raymond Moody, puis toutes sortes de bouquins de développement personnel et Dhiravansa, entre autres, parce que c'était un de mes premiers auteurs que j'avais pratiqué.
Et là, je pratiquais tout seul dans ma chambre. Mais là, c'est pareil. J'ai eu des phénomènes de libération très importantes, de ce que ceux qui font du décodage biologique appelleraient ça du nettoyage. Et c'est vrai que c'était vraiment un grand nettoyage. Et après, ben, j'ai toute la vie que j'ai menée, parce que moi, mon aspiration, c'était vraiment, je voulais me libérer, parce que je me suis dit, à quoi bon avoir une famille, à quoi bon avoir un boulot si je suis pas heureux, si je suis pas en paix avec moi. Donc, pour moi, c'était vraiment ça la priorité. Je me suis dit, le reste viendra après, mais voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé SDF. J'ai travaillé 3 ans, je me suis fait mettre dehors parce que c'était juste épouvantable. Donc toi, tu as acquis en fait cette compétence, je sais pas si on peut appeler ça de compétence, mais oui, ouais, on partait de compétences déjà très très jeune parce que tu as eu un contexte qui t'a amené un petit peu vers le fait de te recentrer sur toi, quoi. Ben, oui, parce que moi j'avais le choix, soit je me laissais écraser par cette souffrance et euh, je voyais les perspectives d'avenir qui n'étaient pas très heureuses. J'aurais pu devenir un voyou ou je sais pas quoi, mais et pour moi ou alors parce qu'à un moment je me suis posé la question, je me suis dit mais si ça devait être tout le temps comme ça la vie, moi je préfère repartir maintenant, ça a pas de sens. Je voyais mes parents étaient quand même en grande souffrance, c'était pas vraiment très heureux. Donc je me suis dit il y a sûrement autre chose à vivre. Et donc là, ben, justement, j'ai commencé à avoir une quête très active, à essayer de comprendre. Je suis passé par des remises en question, certaines qui étaient particulièrement douloureuses, parce qu'encore une fois, le point de départ de chacun n'est pas le même. Hein, et moi, mon point de départ, il n'était pas drôle du tout. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, mais j'avais des choses à nettoyer. Et ça a été... mais voilà, aujourd'hui, bon, j'ai une vie extraordinaire. Justement, on revient un petit peu sur ces peurs. On en a discuté un peu tout à l'heure, le fait de méditer, on se retrouve un petit peu face à soi-même, et ça peut être parfois un petit peu gênant, voire dérangeant. Comment est-ce qu'on le gère ça? Est-ce que c'est comme les pensées qui viennent? Est-ce qu'on laisse rouler, enfin flotter comme un bout de bois pourri là, et puis ça passe? Ou est-ce qu'on prend ça à bras de cœur? Je pense qu'il faut pas s'inquiéter parce que les gens s'inquiètent à l'avance pour des choses s'étraiteront au fur et à mesure. C'est-à-dire, quelque part, on a en nous, j'ai envie de dire, une intelligence, une sagesse innée, qui fait que, et c'est pour ça que je ne suis pas partisan des techniques qui consistent à provoquer des états particuliers, parce que, euh, comme on dit, il y a un vieil adage qui dit, ne voit que celui qui est prêt à voir. Ouais. Donc les choses ne viendront que dans la mesure où on est prêt à les voir. Donc on ne sera jamais véritablement perturbé. Ça ne veut pas dire il y aura des moments de remise en question, des moments qui peuvent être un peu désagréables, mais parce qu'on a acquis la force de l'accepter. Et, euh, et ça, c'est la pratique, parce que la pratique nous consolide. Et j'entends de temps en temps certains de mes clients qui me disent «Ouais, j'ai tout perdu, je suis revenu complètement en arrière». Je dis «Non, non, non, c'est au contraire. C'est positif, ça veut dire justement que maintenant, vous êtes en mesure d'accepter justement vos souffrances et vos difficultés, alors que jusque-là, c'était pas le cas. Donc il y a un nettoyage, je leur dis «Sachez que ce n'est que temporaire, ça ne dure jamais, mais ça va durer plus longtemps si vous l'entretenez, si vous le nourrissez». C'est un peu, encore une fois, pour répéter l'histoire de la plaie qu'on n'arrête pas de gratter, qui peut pas guérir. Donc les gens, ils ont tendance à faire ça. Et ça passe, après, ça passe très vite. Donc on a, même chez des pratiquants très avancés, on voit, ils passent par des moments difficiles, mais ça dure de moins en moins longtemps, de moins en moins longtemps. Et ça passe très vite après. Donc voilà, ça fait partie parce que voilà, c'est lié à notre incarnation et puis on est incarné dans un corps. Donc voilà, quand on se prend une tube sur la tête, ça fait mal. Quand on apprend qu'on a vidé notre compte en banque ou qu'on nous a piqué nos balles, bon, c'est désagréable, mais on n'en meurt pas et la vie continue. Et souvent les gens justement, ils désespèrent parce qu'ils n'ont pas conscience justement qu'ils ont des capacités pour se sortir de là. C'est un peu comme la personne qui se met à paniquer parce qu'elle n'a pas conscience que son compte en banque est bien rempli, en fait. Elle se dit, zut, on m'a volé ma voiture. Et si la personne, elle a un compte en banque bien rempli, elle se dit, bon, bah, voilà, c'est désagréable, elle va être en colère pendant un moment, mais elle se dit, bon, j'ai le moyen de m'en repayer une, c'est pas bien grave. Mais si on a conscience, justement, de ses capacités, ben, on est moins paniqué, justement, face aux conditions adverses parce qu'on sait qu'on a les ressources, justement, de dépasser ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être épargné après par les circonstances difficiles, mais on sait qu'on a les moyens de le On a les outils, en effet. Voilà. Le, le, le-
méditer, à quel moment on a besoin de méditer? Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est quand on veut? C'est open bar ou Alors j'ai envie de dire, dans l'absolu, on devrait méditer tout le temps. Parce que tout le temps, c'est quoi? 24 heures sur 24 ou eh oui, parce que la vie ne s'arrête jamais. Donc si on arrête d'être attentif, on n'est plus là et on ne bénéficie plus de sa vie. Mais bon, ça c'est dans l'absolu, c'est pour quelqu'un qui est très avancé. Mais l'idée, c'est justement d'amener la méditation dans tout. Je suis dans une salle d'attente, je peux méditer. Je suis dans. Alors il y a deux, on va dire l'entraînement à la méditation. ça va Où m'amener à une question après là, justement. oui. Où là on s'isole. Donc, par exemple, alors moi je recommande de pratiquer le matin parce que le matin on n'est pas encore trop parasité par les pensées, et de pratiquer. Et au début, pour un pratiquant débutant, vaut mieux faire des sessions courtes d'un quart d'heure plutôt que d'essayer de s'astreindre à pratiquer pendant 1 heure. Il vaut mieux un quart d'heure que rien du tout. D'accord. Je le dis souvent. Et à la limite, si on peut le refaire dans la journée et de se refaire encore un quart d'heure, ben c'est très bien. Si on peut le faire 2, 3 fois, c'est encore mieux. Plus on va pratiquer, plus ce sera libérateur, c'est évident. Parce qu'encore une fois, il faut pas se dire, souvent les gens ils me disent j'ai pas le temps. Je leur dis mais c'est comme si vous me disiez j'ai pas le temps de vivre. Parce que si on comprend ce que c'est que la méditation, le but de la méditation, c'est justement de vivre intensément sa vie maintenant. C'est d'être là. Donc on s'entraîne à être là. Donc ça nous permet justement de voir les événements arriver. C'est-à-dire que justement, on va gérer nos difficultés dans un esprit méditatif. C'est-à-dire que, au lieu de se dire, ouais, j'ai tout ça à faire, etc., au lieu de se coller des urgences, justement, on prend les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, sans s'inquiéter, on les règle. Et ce qui est extraordinaire, moi je travaille avec 2 personnes, et je vois le temps et l'énergie qu'il leur faut pour réaliser quelque chose. Je travaille beaucoup moins, je médite beaucoup plus, mais je vais beaucoup plus vite. Parce que, justement, l'esprit méditatif me donne ça, me donne cette puissance, parce qu'on va directement à l'essentiel. Comme on a la vue, on voit mieux ce qu'il convient de faire. Et donc, on va vraiment à l'essentiel. On gagne un temps fou avec la méditation. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que s'ils devenaient plus méditatifs, eh bien, ils auraient justement beaucoup plus de temps. Parce qu'on perd plus son temps, justement. On perd plus son temps avec des détails, avec des PKD. C'est extraordinaire comment je vois, je regarde, parce que je vois bien les gens comment ils vivent, mais ils perdent leur temps, justement. Dans des tas de choses qui en valent pas la peine, ils perdent leur temps. Et tout ce temps, justement, s'ils le consacraient à la méditation, ils régleraient beaucoup plus facilement les autres difficultés, et même les grandes difficultés de la vie. Parce que, encore une fois, on a des capacités, mais les gens ne réalisent pas. C'est inimaginable. C'est absolument fantastique. On a des capacités et des ressources. C'est moi-même encore aujourd'hui, je suis toujours aussi émerveillé par ça, parce que je le répète souvent aux gens, mais vous êtes la nature. Vous avez tous ces processus sont en vous. Vous êtes la vie, et la vie c'est une force, un champ de possibilités, et c'est une intelligence innée extraordinaire. Et ça c'est en vous, et il faut simplement permettre à la nature en vous, à la vie en vous, de se manifester, de s'exprimer. Mais comment on est sans arrêt bloqué? Parce qu'on a peur, parce qu'on est plein de préjugés, parce qu'on est plein de vues fausses, parce qu'on est plein d'a priori. Et la méditation, c'est ça, c'est de se libérer de tous ces a priori, de toutes ces vues fausses, et de s'ouvrir complètement, et de permettre à la vie en nous de se manifester librement. Et ça change tout. C'est ce que tu disais, hein, c'est prendre des petits moments. Tout à l'heure, tu as dit on n'a pas le temps. Et c'est vrai, hein, moi je suis tout le temps en train de le dire, je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Mais en fait, le temps, ça se prend. Oui. Mais ça me rappelle une rencontre entre Sogyal Rinpoche et son maître, qu'il est allé le revoir en Inde, et puis il demande à son maître, il lui dit, qu'est-ce que tu penses des Occidentaux? Ah, les Occidentaux, ils perdent leur temps. Il dit, mais comment ça, ils perdent leur temps? Au contraire, ils ont toujours l'air très occupés, très affairés. Ben, il lui dit, justement, ils sont toujours pleins d'urgence, et ils n'ont pas le temps pour l'essentiel. Ils sont toujours très très préoccupés. Puis quand le moment de la mort arrive, ils sont tout paniqués, parce qu'ils se disent, merde, j'ai pas vécu. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas fait ce que j'avais à faire. C'est le côté complètement absurde. C'est-à-dire, on est sans arrêt en train de s'activer, et on prend pas le temps. Donc on prend pas le temps. Et donc, au moment de la mort, on va se dire, on a ce truc de se dire, mais merde, j'ai pas pris le temps de vivre. Bon, le problème, c'est qu'il est trop tard, là, maintenant. Ouais, là, c'est un peu trop tard. C'est tout. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens, justement, ne s'arrêtent pas. Et quand on leur dit, oui, mais je sais, mais j'ai pas le temps.
Ben voilà. Mais quand ça arrive, paf, on est arrêté. Et on voit des gens on voit parfois des gens qui ont eu un cancer ou qui ont perdu un proche et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mm. Je viens de perdre ma compagne ou mon compagnon ou il m'a quitté, etc. Et là, pendant un moment, ils deviennent un peu plus vivants. Ouais. Pendant un moment aussi, mais après ils reprennent leur... Oui, parce que ça, justement, hein, on a cette habitude, on a été quelque part élevé comme ça, et puis l'habitude revient au galop, là. Hein. Même si tu reviens dans un stade où, ok, tu prends du temps, mais l'habitude te rattrape. Ouais. Donc c'est toute une pratique à faire, et puis une discipline à avoir en disant, non, non, je ne vais pas retomber dans mes travers. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé. Parce que le guide, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dépendant d'un maître. C'est pas les gens souvent, et surtout en Occident, on a un curieux rapport au guide ou ce qu'on appelle le maître. Enfin, ça n'a pas d'importance comment on l'appelle. Parce que en Inde, c'est complètement différent. C'est que justement, le maître va chercher à libérer le disciple, pas à l'assujettir. C'est tout le contraire. Et donc, il y a un rapport de respect justement entre les deux. Parce que le but, c'est justement de l'aider à être un peu plus libre, mais il y a un certain nombre de règles à respecter, c'est très important, parce que pour les bouddhistes, les règles justement sont là pour nous libérer, pas pour nous enfermer. Chez nous, c'est le contraire, parce qu'on est toujours dans la contrainte. Et on a un curieux rapport à l'autorité aussi. Donc ça fausse tout, ce qui fait que les gens, au nom d'une espèce de fausse autonomie, qui n'en est pas une d'ailleurs, d'une fausse indépendance, en fait les gens sont très dépendants en réalité. Et si moi je vais me débrouiller tout seul, bon bah... Bon, et dans ce domaine, on a besoin d'être guidé. On a besoin parce que le guide, c'est comme un rappel. Parce que les gens, j'entends, il y a cette espèce de philosophie aujourd'hui qui court. On n'a pas besoin de maître parce qu'on a tout en nous. Oui, mais à condition de le voir. Parce que ça, tant qu'on le voit pas, je veux dire, on va se débrouiller. C'est comme, par exemple, je sais pas, on peut apprendre à monter sur un cheval tout seul. Mais les dégâts qu'on va faire, que ce soit sur nous ou sur l'animal, c'est pareil. Alors que si on va voir quelqu'un d'averti qui a de l'expérience, eh bien, il saura nous guider, il va nous faire bénéficier de son expérience, et on va aller très vite, beaucoup plus vite justement. Et bien dans la méditation, c'est exactement pareil. Être guidé, c'est pas dépendre de l'autre, puisqu'encore une fois, l'autre justement est là pour nous libérer, pas pour nous assujettir. Mais souvent, et je le vois, les gens viennent et ils projettent des attentes. Ils veulent qu'on règle. En fait, c'est amusant parce que d'un côté, ils veulent pas dépendre, mais ils veulent en même temps qu'on règle leurs problèmes à leur place. Donc en fait, ils veulent pas être libres. Il y a mon chat depuis tout à l'heure qui arrête Oui, pas de sauter sur, donc on va le laisser. C'est un bon moyen pour entraîner sa concentration. C'est ça, oui, justement. Il est là. Et oui, donc du coup, oui, il faut quand même, oui, il faut se discipliner pour justement continuer sur ça et puis se détacher d'un certain nombre de choses, quoi. Et oui, mais complètement. Je crois que mais je pense qu'il faut arrêter de se battre avec ces idées reçues complètement fausses. On a développé, surtout en Occident, une attitude assez curieuse quand même, qui est assez. On manque vraiment curieusement de bon sens. C'est vraiment. Quand je vois les gens vivre aujourd'hui, et je me dis que j'étais pareil. Je me dis c'est extraordinaire. Parfois d'ailleurs, ce gars Rinpoche, il charriait ses disciples. Il dit vous n'êtes pas méchants, vous êtes juste un peu stupides. Il le disait avec beaucoup d'affection. C'était pas méchant quand il le disait. Et c'était très tendre. Mais il a raison, quand on voit cette façon absurde qu'on a de vivre, elle est vraiment absurde. Se dire, mais on marche la tête à l'envers, ça manque complètement de bon sens. Et aujourd'hui, même nos thérapies, je vois des thérapies qui sont très compliquées, c'est un vrai sac de nœuds, on se dit, mais comment voulez-vous en sortir comme ça? Ce que je comprends, en fait, c'est qu'il faut rester simple. Ouais. Et la méditation, pour quelque part bien la réussir, il faut rester simple. Oui, la méditation, c'est simple. Ouais. Méditation, c'est simple, et les gens se disent, mais c'est trop simple pour que ça marche. C'est ça. Ouais. Mais essayez. C'est le côté occidental qui dit, ouais, c'est beaucoup trop simple. Ah bah oui, mais non, on voit, il faut passer par des passages tortueux, compliqués, et pourtant c'est si simple. Tout à l'heure, justement, tu disais, vous êtes dans une salle d'attente, vous pouvez très bien méditer. En fait, tu peux méditer n'importe où. C'était la question que je vais te poser tout à l'heure. Là, on voit des gens en tailleur, qui prennent une position X, Y, Z, là, voire limite la tête par terre, les pieds en l'air, et voilà, ils méditent. T'as pas besoin de faire ça, en fait. J'ai jamais fait, hein. Par terre, sauf quand à l'époque, je faisais du yoga, mais ça, bon, c'est la position de la chandelle, c'est pas de la méditation. Ouais,
Et donc, du coup, en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin de te mettre dans une position, une posture particulière pour méditer. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit particulier pour méditer. Ça se fait à tout moment, dans tous les endroits. Alors j'ai envie de dire, quand on est débutant, si. Parce que Parce que tant tu as qu'on besoin n'a de te pas, concentrer. voilà, c'est pas ça, mais tant qu'on n'a pas ancré le processus de la méditation, on a besoin de s'entraîner dans un contexte favorable. Ok. Donc ça, et puis ce qui va se libérer à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus en profondeur, parce que quand on est confronté aux circonstances adverses, il y a des choses qui ne pourront pas se manifester si on est dans un moment d'intimité avec soi-même. Mm. Mais l'idéal, justement, c'est de garder, comme on dit, de garder le fil avec l'attention. Et donc, on est dans une salle d'attente, on est dans un bus, on est dans le train, toutes les circonstances deviennent bonnes. Et après, même dans l'action, pendant qu'on parle, on peut être attentif. On regarde ce qui se passe en nous. Quand on est en train de travailler, on peut regarder ce qui se passe en nous. On peut être tout le temps dans l'attention après. Mais ça, bon, ça demande des années de pratique. Ouais, Hein. justement, est-ce que il y a une question qui, puis je fais une rencontre hier, une interview avec le docteur Talchal hier. Cerveau droit, cerveau gauche. Est-ce que justement le cerveau droit va te permettre d'aller dans cet état méditatif et puis dans d'autres directions, et puis le cerveau gauche, lui, va rester tranquillement sur l'aspect pratique de tous les jours, en effet, de travailler. J'ai envie de dire, c'est pas le cerveau qui va aller, qui va nous amener dans la méditation, c'est la méditation qui va nous amener dans le cerveau, davantage dans le cerveau droit. Mais oui, parce on est tout le temps dans notre cerveau gauche, Ouais. toujours en train d'analyser, d'interpréter, on se fiche jamais la paix, donc ça bouillonne tout le temps. Et quand on est justement dans le cerveau droit, quand on médite, justement, on est beaucoup plus dans, on va dire, le cerveau droit reprend. En réalité, la pratique amène à un équilibre, parce que si on a deux cerveaux, c'est pas pour rien. Ah, Parce que il faut davantage développer le cerveau droit. Non, je veux dire, il doit y avoir un équilibre. La vie, c'est un équilibre. Et quand on est en équilibre, tout est bien, tout est parfait, ça fonctionne. C'est-à-dire que le cerveau gauche fonctionne quand c'est nécessaire, et le cerveau droit fonctionne aussi quand c'est nécessaire. Il y a un équilibre, c'est entre le yin et le yang, hein, c'est ça encore. C'est entre le féminin et le masculin. De temps en temps, je suis plus féminin, de temps en temps, je suis plus masculin. Par moments, il faut que je tranche, parfois, il faut que je sois plus ouvert. Voilà, et j'arrive à trouver justement les bonnes composantes. Il y a pas de règle à ce niveau-là. Et c'est ça la pratique. d'accord. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ah, J'adore, moi, on l'a pas dit aujourd'hui là. c'est pas, oui, mais voilà, c'est la pratique, c'est ça, c'est d'être dans l'instant et d'avoir. Alors c'est un peu ce qui est, comment dire, au début, c'est assez pas difficile à vivre, mais on est dans cet état d'esprit de, j'ai envie de dire, on ne sait pas. Hmm. On est là, mais on ne sait pas. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'avais été invité à une conférence et j'avais été invité comme ça sur le pouce, c'était pas prévu, donc je suis venu et la personne qui a organisé la conférence, il me dit, tu sais ce que tu vas dire? Je lui dis non, je sais pas. Et, euh, et 10 minutes avant d'aller sur le podium, il me dit, mais tu sais toujours pas ce que tu vas dire. Je connais cette personne là, oui. Je lui dis non, mais il était complètement paniqué. Oui, oui, oui. Et oui, une fois que j'étais là, les choses viennent parce que je suis en phase avec le public et je vois ce qu'il convient de dire. Les choses s'élèvent. Et c'est ça je trouve que c'est toute la magie de la vie. C'est qu'à l'avance, on ne sait pas. Hmm. Mais il y a une part de nous qui sait parfaitement ce qu'il faut faire. Faut juste, justement, se faire confiance. Hmm. Faire confiance à la vie en nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on est face à un problème. Ça m'arrive très souvent, je me dis, mais je ne sais pas. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, alors je pars méditer. Et puis, mais je vais pas méditer pas pour trouver la solution. Je pars méditer, c'est tout. Ouais. Et de là, des fois, ah tiens, je peux faire ça. C'est ça, ce que tu viens de dire est important, c'est que tu pars pas méditer pour trouver la solution, mais tu pars méditer pour simplement méditer. Ben, parce que je vais méditer, parce que ce qui est important, c'est d'être en paix à ce Ça, moment-là. c'est ça. Et c'est dans la paix que je vais trouver la réponse. Ah. Donc dès que l'esprit est en paix, il fonctionne nettement mieux. Mais c'est comme le corps. Il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Parce que quand il est en paix, il fonctionne de manière beaucoup plus efficiente. Il trouve des solutions, ça se fait tout seul. Je trouve ça, c'est quasi miraculeux. Moi, je trouve ça, c'est toute la magie de la vie, parce que chaque fois que moi ça m'arrive, je suis confronté, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire on va dire sur le plan ordinaire. Je pourrais presque dire, je suis inquiet. Pendant un moment, pendant un laps de temps, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
Et puis bon, je pratique, je médite. J'ai pas toujours la réponse tout de suite, mais il y a un moment, voilà, les choses arrivent. On arrive bientôt à la fin, là. Si on avait une clé pour justement commencer à apprendre à méditer, ça serait quoi? Si on a, allez, on va dire 3 clés pour justement apprendre à méditer et puis garder cette notion de méditer de façon régulière. Bah, justement, tu viens de donner la réponse, c'est la régularité, ça c'est Ouais. très important. C'est d'être régulier. C'est d'être régulier, mais surtout de ne pas se l'imposer comme un devoir. Ça doit être un moment de plaisir, ça doit être un rendez-vous qu'on prend avec soi-même, se dire, tiens, bah aujourd'hui je vais me rencontrer, je vais passer du temps avec moi. C'est ça la pratique. Ouais, j'aime bien ça, je vais me rencontrer. Ouais. Oui. Et si on le fait dans cet état d'esprit, ben justement, on n'a plus le sentiment de perdre du temps. Au contraire, mais d'en gagner. Mm. Et puis, il faut aussi, pour correctement méditer, c'est de se dire, est-ce que je me considère comme, est-ce que je mérite de m'accorder le bonheur? Donc à ce moment-là, je peux m'accorder ce temps pour moi, pour méditer. Et puis surtout, accepter d'avance les difficultés, les obstacles, de pas se créer. Parce que le but, c'est de se libérer, c'est pas de se créer plus d'ennuis, hein. Ouais, c'est ça. Parce que c'est amusant, j'ai des personnes très perfectionnistes parfois qui me téléphonent en pratiquant, me disent ouais mais j'y arrive pas. Je dis attendez, le but c'est de se détendre, c'est pas de se créer des histoires, hein. C'est ça. Ouais. Je dis, là vous êtes en train de vous créer des histoires complètement inutilement, c'est pas grave. Personne n'attend quelque chose de vous dans la méditation. Personne n'attend que vous soyez parfait, c'est pas le but. Arrêtez d'être scolaire. C'est faites-vous plaisir. C'est un moment plaisant pour vous, Mm. un moment que vous vous accordez, parce que sinon c'est voilà, le but c'est de devenir un peu plus joyeux, pas un peu plus agacé, un peu plus énervé. Parce que quand une personne sort de méditation qu'il est plus agacé qu'avant, il va pas. Le gars est proche de zéro, voire au-delà, hein. Voilà. Ouais, Et après, la clé, bah, c'est pratiquer, 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 c'est quoi. ça. Moi, j'adore ça. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il reste encore quelques minutes. Je voudrais juste qu'on fasse une aparté sur Vipassana. C'est aussi une méditation, mais sur du très très long terme. Enfin, très long terme. Bah, Sur de nombreux Vipassana, jours. c'est vraiment la pratique de l'attention pure, hein. C'est Ouais. vraiment une chose, quoi. C'est comme la pratique du Dzogchen dans le bouddhisme tibétain, hein, c'est pareil. Mais Vipassana, on utilise les supports que sont le corps, la respiration, etc. Dans le Dzogchen, on apprend à se passer complètement de tout support. La pratique du Dzogchen, c'est vraiment l'attention pure à tout instant. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas seulement un moment où on s'assied, on observe son corps, etc. On est attentif à tout le temps. D'accord. Et ça demande beaucoup d'entraînement, hein, avant d'arriver à ça. Ouais, oui, justement, hein, parce que déjà être attentif, rester attentif à sa respiration, ça demande pas mal d'entraînement quand même. Mais Ouais. ça changerait tellement la vie. Dalai Lama disait que si aujourd'hui on enseignait à nos enfants à méditer, en moins d'une génération, il n'y aurait plus de guerre sur la Terre. Parce que la méditation, c'est le désarmement absolu. Parce qu'on se rend compte que quand on médite, on en a parlé, c'est comme si la vague prenait conscience qu'elle était l'océan, mais qu'elle Ouais. est aussi la vague qui est en face. Et donc on se fait plus la guerre, puisque c'est comme si la main droite Oui, voulait faire c'est mal ça, à la main. il y a pas de sens. Ouais. Ben oui, ça serait c'est aussi stupide. Donc on se dit, mais c'est idiot de vouloir faire du mal aux autres. C'est comme si je m'en faisais à moi-même. Ouais. Donc voilà, donc on a tout intérêt à souhaiter du bonheur aux autres, parce que à un moment ou à un autre, ça nous revient inévitablement. Ouais, la cause à effet. Et oui. On arrive sur la fin. Un petit mot, un petit conseil, comme ça, là, juste direct comme ça, pour qu'une personne, là, hop, tout de suite, là, puisse se mettre en état de méditatif. Mais j'ai envie de dire, aimez-vous suffisamment pour vous accorder ce moment de répit dans la journée, parce que vous y avez droit. C'est Ouais, si simple que ça. Et que se l'interdire n'apportera aucun bénéfice à personne. ouais. Donc, aimez-vous.